Bonjour et bienvenue dans votre épisode d'Espace News pour les dernières nouvelles de la semaine. Dans cet épisode, je couvrirai les progrès de la station spatiale d'Axiom, une revue de ce qui se passe à Starbase, le premier laboratoire pharmaceutique autonome dans l'espace, l'alunissage d'Intuitive Machines dans le pôle sud, le rapport d'échec de Firefly Alpha est publié, et Blue Origin sort son prototype New Glenn. Nous passerons également en revue les lancements de cette semaine. Thales Alenia a achevé le montage du cône avant d'Axiom Habitat 1 sur son corps principal. Donc ce cône est constitué d'une seule pièce, une capacité unique à Thales Alenia, me dit-on en tout cas. La soudure du cône avant à la cloison du cylindre marque une évolution significative de la structure primaire d'Axiom Habitat 1, le premier module d'Axiom Space. Il s'agit d'une œuvre d'ingénierie assez impressionnante réalisée par l'équipe de Turin en Italie qui rapproche Axiom de son ambition de station spatiale. La semaine dernière, à Starbase, nous avons assisté à plusieurs empilages, désempilages du premier étage numéro 10 et du Starship numéro 28, et même à une répétition générale partielle. Dans cette semaine, le Starship numéro 28 a été déplacé vers le pad B pour un essai statique, feu statique, tandis que le premier étage numéro 10 a été retiré du support de lancement et renvoyé à son site de construction. 4 pièces préassemblées de la deuxième tour Mekazila sont arrivées au Texas, provenant d'ailleurs de Cape Canaveral. Un nouveau préassemblage est également en cours à Starbase, comme vous pouvez le constater. Et il s'agit de l'avant-dernière section. Donc au total, 2 sections supplémentaires restent en Floride pour être renvoyées à Boca Chica, et la section supérieure doit aussi être assemblée pour compléter enfin l'assemblage métallique de la deuxième tour Mekazila. Cependant, il nous manque la base en béton de cette tour, dont la construction n'a pas encore commencé, sans oublier que le deuxième support de lancement est introuvable et c'est aussi une des parties les plus complexes. Une livraison d'explosifs a eu lieu qui sont attendus pour le système de terminaison de vol du vaisseau. Une telle livraison se produit généralement peu de temps avant le vol. Donc cela renforce ce qu'Elon Musk a mentionné récemment, à savoir qu'il s'attend désormais à ce que l'essai en vol intégré numéro 3 ait lieu au cours de la deuxième semaine de mars. La mission SpaceX Transport 8 a envoyé un laboratoire pharmaceutique en orbite en juin 2023, appelé capsule W1 de Varda Space Industries, qui a fabriqué des cristaux de ritonavir en microgravité, un médicament antiviral utilisé pour traiter le sida et l'hépatite C. Varda avait initialement prévu de ramener sa capsule et sa précieuse cargaison après 1 mois ou 2, mais il a eu du mal à obtenir l'approbation de rentrer dans l'atmosphère terrestre par la FAA et l'armée américaine. Cette autorisation est finalement arrivée il y a quelques jours. La capsule Varda est intégrée à un satellite Photon de Rocket Lab qui fournit de l'énergie, de la propulsion, de la navigation, des communications et d'autres services vitaux à cette capsule Varda. Le Photon a atterri le 21 février de la même manière que pour la mission de retour d'échantillons d'astéroïdes Osiris-Rex, si vous vous rappelez, où la capsule a atteint l'atmosphère, déployé une série de parachutes et atterri dans le désert de l'Utah aux États-Unis, ce que vous voyez d'ailleurs sur votre écran. Varda a confirmé que la capsule sera transportée chez ses partenaires pour étudier les résultats de cette expérience. Intuitive Machines
a envoyé son Lunar Lander IM-1 ou Odysseus la semaine dernière. Le voyage de l'atterrisseur d'Odysseus n'a connu qu'un seul petit contretemps et les contrôleurs de vol ont programmé des manœuvres de correction de trajectoire pour régler l'atterrisseur pour son insertion sur orbite lunaire, qui a eu lieu d'ailleurs le 21 février avec succès, suivi de l'atterrissage proprement dit le 22. La beauté de ce produit est qu'un CubeSat a été éjecté du lander juste avant l'atterrissage pour filmer l'événement d'en haut. Donc bravo à Intuitive Machines pour cet exploit incroyable. C'est pas facile, comme vous avez pu le voir dans les années précédentes ou les mois précédents, de faire atterrir un lander sans l'écraser, sans dommage. Donc bravo à Intuitive Machines. Vous vous souvenez peut-être d'une de mes vidéos précédentes dans laquelle je mentionnais que Firefly avait lancé une de ses fusées Alpha, en fait son 4e lancement de fusée, au total le 22 décembre 2023, pour sa mission appelée Fly the Lightning, visant à placer en orbite un nouveau satellite démonstrateur d'antennes électroniquement orientables de Lockheed Martin. Cela faisait partie d'un vol, ou d'un autre vol qui faisait partie du contrat d'intervention de 24 heures, où le vol s'est bien déroulé du décollage à la séparation des étages et à la coupure moteur du 2e étage. Cependant, lors de la tentative suivante de rallumage du moteur du 2e étage, un dysfonctionnement s'est produit et la charge utile a donc bien été lâchée, mais pas sur la bonne orbite. Heureusement, Lockheed Martin a pu communiquer avec son satellite et a atteint ses principaux objectifs de mission, notamment la mise en service rapide du satellite après son insertion, avant que l'orbite du satellite ne se dégrade et brûle dans l'atmosphère. Cette semaine, Firefly a terminé son analyse des causes profondes et soumis le rapport d'enquête sur accident à la Federation Aviation Administration, la FAA, ainsi qu'appliquer des mesures correctives à sa fusée Alpha. L'analyse a montré que la panne était due à une erreur dans l'algorithme du logiciel de guidage, de navigation et de contrôle qui a empêché le système d'envoyer les commandes d'impulsion nécessaires au propulseur du système de contrôle et de réaction avant le rallumage du moteur du 2e étage. Firefly se prépare maintenant pour un autre lancement dans les mois à venir. Dans la dernière actualité spatiale de cet épisode, Blue Origin a déployé une fusée prototype de son New Glenn pour subir une série de tests de ravitaillement et de systèmes mécaniques. Cela s'ajoute aux vérifications précédentes de la maquette de sa fusée sur la plateforme de lancement, ainsi qu'à l'assemblage du 1er et du 2e étage. Avec la disponibilité de matériel, Blue Origin se rapproche de son vol inaugural prévu pour la fin de cette année. Le 17 février, l'ISRO a lancé un GSLV Mark II F-14, une de ses grosses fusées depuis sa rampe de lancement 2 au centre spatial de Satish Dhawan en Inde, avec la charge utile étant un satellite climatique et météorologique INSAT 3DS pour une orbite de transfert géostationnaire pour finalement résider dans une orbite géostationnaire à moins de 36 000 km d'altitude autour de l'équateur. Le 18 février, Rocket Lab a lancé une fusée Electron pour sa mission On Close Inspection depuis son complexe de lancement 1B dans la péninsule de Maya, en Nouvelle-Zélande. La charge utile était le satellite Active Debris Removal d'Astroscale Japan ou ADRAS-J en abrégé. Ce satellite est en route vers une orbite elliptique héliosynchrone de 565 par 629 km et une inclinaison d'environ 98 degrés pour rattraper le débris du 2e étage d'une fusée MHI, donc Mitsubishi Heavy Industry,
H2A lancé en 2009 dans le cadre de la phase 1 du démonstrateur technologique du projet commercial d'enlèvement de débris pris en charge par JAXA. Le satellite prendra d'abord des photos de l'étage supérieur pour recueillir des données et mieux comprendre l'environnement des débris spatiaux. Je suis un fervent de nettoyage de débris spatiaux, donc bravo à JAXA pour avoir soutenu cette initiative. Je ferai probablement un épisode sur l'élimination des débris spatiaux un de ces jours. Le 20 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis le complexe de lancement 40 à la station des forces spatiales de Cape Canaveral en Floride pour sa mission HTS 11-3BT pour la compagnie Telecom Satellite Indonesia vers une orbite de transfert géostationnaire. Il s'agissait d'ailleurs du 17e vol du premier étage qui a atterri sur le drone ship Just Read Instructions dans l'océan Atlantique. Ce vol était d'ailleurs le 300e vol d'une Falcon 9 de SpaceX. Donc félicitations à SpaceX. Le 23 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec 22 satellites Starlink V2 Mini à bord sur son orbite terrestre basse circulaire typique pour sa mission groupe 715 depuis le complexe de lancement spatial 4E de la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie. Le booster a volé pour sa 19e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une Long March 5 de son site de lancement spatial Wenchang en Chine. Je vous laisse aujourd'hui avec une autre photo du télescope spatial Hubble, ou plus précisément de sa caméra à champ large numéro 3, qui est une furie de couleurs et d'activité. Il présente une région de formation d'étoiles ou nébuleuses relativement proche, connue sous le nom d'IRAS 165623959, qui se trouve dans notre Voie lactée dans la constellation du Scorpion, à environ 5900 années-lumière de la Terre, soit 56 milliards de kilomètres, ou pour vous perdre un petit peu, c'est 373 millions de fois la distance Terre-Soleil. Le centre de l'image, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, brille fortement de lumière à partir de l'endroit où de nouvelles étoiles se forment et est particulièrement recouvert de poussière sombre. Les couches colorées de gaz et de poussière se sont répandues sur le reste de l'image. La nébuleuse est parsemée d'étoiles au premier plan, avec de grands pics de diffraction, ce qui signifie des pics créés artificiellement par la luminosité des étoiles réfléchissant sur les miroirs du télescope spatial. Au centre de l'image, IRAS 165623959 hébergerait une étoile massive, environ 30 fois la masse de notre Soleil, qui est encore en train de se former. Ce type d'image aide les scientifiques à comprendre comment naissent les étoiles les plus massives et les plus brillantes de notre galaxie. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Espace News avec votre fidèle serviteur Christophe Paget. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain épisode. Au revoir!